Panel américain, vous reconnaissez Catherine Loubier, Michel Auger et Raphaël Jacob. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Trump était en Asie, tout comme Mark Carney, d'ailleurs, le premier ministre canadien, et à peine une heure avant de rencontrer Xi Jinping, le président chinois, M. Trump a publié ceci sur son compte Truth Social. En raison des programmes d'essai menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires. Ce processus débute immédiatement. Il a aussi, dans cet extrait, précisé un peu sa pensée. We have more than anybody, but I see them testing. I say, well, if they're going to test, I guess we have to test. De-escalation would be, they would call it denuclearization, would be a tremendous thing. And it's something, we are actually talking to Russia about that, and China would be added to that if we do something. Alors, Catherine, ça fait depuis 1992, donc ça fait une mèche. C'était sous Bush père que les États-Unis n'ont pas fait d'essais nucléaires. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la décision de M. Trump? Bien, j'espère que c'est une marge de négociation qu'il se donne, en fait, à la sortie de sa rencontre avec le Chinois. Mais écoutez, d'un point de vue, j'essaie de comprendre, d'un point de vue de l'agenda politique de M. Trump, c'est sûr que de bomber le torse et de dire nous ne respectons pas les traités, les moratoriums sur les essais nucléaires, de montrer de la force, ça lui sert bien, son pilier des affaires internationales. Il veut rester sur ça parce qu'au niveau économique, ça va moins bien, puis ça se pourrait que ça aille beaucoup moins bien. Et puis, mais au niveau des négociations avec les Chinois et les Russes, c'est à voir ce que ça va provoquer. On souhaite toujours une détente et pas une accélération. La Russie a menacé de faire des tests si les États-Unis se mettent à faire des tests aussi. Alors, c'est dur de comprendre où ça s'en va, là. Est-ce qu'on est dans l'escalade, Michel C? D'abord, il faut revenir au début de la phrase de M. Trump. Les autres le font, donc je vais le faire aussi. Non, les autres ne le font pas. Il n'y a que la Corée du Nord qui fait des tests. Alors, à un moment donné, il y a un traité et il dénonce le traité. C'est ça que ça veut dire. Alors, et l'escalade, le danger, c'est évidemment, on l'a déjà vu aujourd'hui, les Russes ont dit, bien, si les Américains recommencent, nous, on va recommencer. Les Chinois vont vouloir recommencer quelque part. Mais le début de cette histoire-là est faux. Il n'y a pas de tests qui se font actuellement, sauf par la Corée du Nord, qui est un paria dans le monde entier et qui ne signe pas de traité. C'est ça qui est le problème. Et lui dit, ah oui, comme les autres le font, je vais le faire. Ça ne marche pas. OK. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi il dit ça. Mais ou le comprenez-vous, Michel C., ou c'est peut-être pour se donner un rapport de force quand même, là, non, Michel C.? Mais un rapport de force avec des gens qui ne font pas de tests. Ouais. Cette porte-là, elle est fermée actuellement. Pourquoi lui va l'ouvrir? Raphaël, je veux vous entendre sur l'aspect politique de la chose, mais quand on parle de tests, justement, d'essais nucléaires, est-ce qu'on sait de quoi on parle? Est-ce qu'ils font exploser des bombes? Est-ce qu'ils utilisent des missiles pour voir jusqu'où ça peut se rendre? C'est quoi exactement? Non seulement on ne le sait pas, on a posé la question dans les dernières heures au président et il a escamoté. Il n'a pas répondu à la question. Donc, le flou est constamment entretenu et très souvent, on a des contradictions, l'une empilée sur l'autre. Vous savez, il y avait un élu démocrate du Wisconsin qui disait à l'ère Clinton dans les années 90 que lorsqu'on n'aimait pas la position du président des États-Unis sur un enjeu, avec M. Clinton, on avait seulement besoin d'attendre quelques semaines. Implicitement, il allait changer de position. Avec Donald Trump, on devrait amender et dire qu'on a juste besoin d'attendre quelques secondes. À bord d'Air Force One, il a littéralement dit une chose et son contraire sur la question de la dénucléarisation en disant qu'il était en pourparlers avec les Russes et les Chinois pour aller dans ce sens-là. Au même moment, de l'autre côté de la bouche, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il allait quand même de l'avant avec les tests nucléaires du côté américain, même si, comme Michel l'a dit à juste titre, il n'y a pas d'équivalent, que ce soit du côté chinois ou du côté russe. Et là, aujourd'hui, on lui demande de préciser, il ne le fait pas. Aucune espèce d'idée où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. Le sait-il lui-même? En tout cas, peut-être qu'on peut se poser la question, mais bon. Donc, on est dans le flou. On essaie de réconcilier les déclarations, mais comme souvent avec M. Trump, c'est difficile de réconcilier les déclarations. Mais la dernière à cette heure-ci, Raphaël, c'est dénucléarisation ou c'est essai nucléaire? C'est pas clair. D'accord, très bien. Juste pour nous mêler encore plus. Bon, cela dit, M. Trump essaye de réchauffer les relations, si on veut, commerciales avec la Chine. Xi Jinping et M. Trump se sont rencontrés cette semaine. Voici ce que le président américain avait à dire après leur rencontre. It was a great success. It was a great honor. I mean, he's a tremendous leader of a very powerful country, and I give great respect to him.
OK, pas mal de violons là, dans cet extrait-là, Michel C. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la Chine, M. Trump? Du commerce. C'est clair que la Chine actuellement est l'usine du monde entier jusqu'à un certain point. Je ne dis pas qu'ils sont les seuls, là, mais quand même. Et il voulait aussi une entente commerciale, montrer qu'il est capable d'en faire des ententes commerciales. Alors, il l'a fait. Quand vous êtes un Canadien et que vous voyez ça, vous vous dites, mon Dieu, nous autres, ce serait pourtant facile d'en faire une, mais on n'en fera pas. Mais la réalité, c'est que les relations commerciales avec la Chine se dégradaient. Ouais. M. Trump voulait arrêter ça. Et il a mis, en tout cas, en place les premiers pas pour le faire. Bien, c'est ça, Catherine. Moi, j'étais sous l'impression, la dernière impression, on sait que ça change souvent avec M. Trump, que justement, il y avait de la tension avec la Chine. Il me semble qu'il y avait des tarifs de 150 % des fois sur les produits chinois. Comment on peut expliquer cette espèce de détente entre les deux pays? Bien, je pense que oui, c'est sûr qu'il a baissé les tarifs. Il a fait des concessions. Donc, les tarifs étaient à un moment donné à 145 % et là, il les a baissés de 10 % à 47 % Il a fait des concessions aussi en disant on ne fera pas d'enquête tout de suite sur la construction navale. Mais il a obtenu des gains aussi. Les marchés ont réagi en disant, en étant prudemment positifs, hein, ils aiment que des tarifs soient retirés. Ils aiment qu'il y ait une forme d'entente commerciale, mais ils sont prudents parce que c'est dans certains secteurs seulement. Donc, si on regarde, par exemple, les terres rares, là, ça fait longtemps que ça dure. D'un côté, les Chinois ont les terres rares, de l'autre côté, les États-Unis ont de la technologie et des semi-conducteurs. Donc, si on regarde les terres rares, c'est une entente seulement de retirer les restrictions pour 1 an. Donc, il se passe quoi après 1 an? C'est un petit gain de courte durée. Il y a, par principe, là, il a dit les Chinois vont acheter de l'énergie des États-Unis, mais on n'a pas vu de choses concrètes là-dessus, vraiment. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas réglées, hein? Entre autres, les semi-conducteurs. Est-ce que NVIDIA va pouvoir vendre aux Chinois la technologie, la vente de TikTok? Donc, il s'est auto-donné 12 sur 10 pour sa rencontre avec le président chinois. Moi, je dirais plutôt qu'on est plus proche du 7 sur 10. Là. On est vraiment pas... On est encore très dépendant des Chinois, c'est le cas de le dire. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, Raphaël, à faire affaire avec les Chinois? Il y a des questions d'ingérence, de technologie, d'espionnage industriel. C'est pas un ami dangereux? Savez-vous quoi, Sébastien? La question est tellement bonne qu'on aurait dû la poser plus tôt. Qu'est-ce que je veux dire par plus tôt? Il y a 65 ans, il y a 50 ans plus tôt. Lorsque l'administration Nixon a commencé à ouvrir les portes à l'idée que la Chine devienne membre des Nations unies, après coup, on a eu, au tournant du 21e siècle, l'administration Clinton, l'administration Bush, qui ont, à leur tour, ouvert les portes à la Chine pour faire partie de l'Organisation mondiale du commerce. On aurait dû poser de façon beaucoup plus sérieuse ces questions-là, parce qu'on a vécu à Washington avec une illusion totale sur des décennies, avec des administrations des deux partis qui allaient comme suit. Si on résume en quelques lignes, on va aider la Chine à se transformer économiquement, et ça va lui permettre de se transformer politiquement et devenir aligné avec nous. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est-à-dire que la première partie de l'équation a fonctionné. La Chine s'est transformée. En fait, elle a connu une croissance absolument fulgurante au courant du dernier demi-siècle, mais très, très loin de se transformer politiquement. Elle s'est servie de sa transformation et de son progrès économique pour avoir une plus grande posture d'opposition à l'Occident, particulièrement aux États-Unis. Donc, dans ce contexte-là, je vous dirais que Donald Trump est devenu le premier président, lors de son premier mandat, à voir la réalité en face, telle qu'elle est. C'est-à-dire que ce pays-là n'est pas simplement un pays partenaire comme un autre, mais parce qu'à ce stade-ci, dans les années 2010-2020, les deux économies sont tellement imbriquées, tellement intégrées, c'est difficile de ne pas faire avec la dynamique qu'on a présentement. C'est-à-dire, on avance, on recule, il y a des tensions, il y en a moins. Et lorsqu'il est question de tarifs du côté américain, question de terres rares du côté chinois, comme Catherine l'a mentionné il y a un instant, dans les deux cas, on utilise des outils pour, oui, négocier, mais aussi beaucoup pour projeter de la force vers un pays qui est un adversaire géopolitique fondamental. On va revenir en politique interne américaine, Catherine, la paralysie de l'État. Donc, ça fait 1 mois aujourd'hui que le gouvernement américain est paralysé. Puis là, ça pouvait avoir des implications sur les banques alimentaires, l'accès aux banques alimentaires. À partir de demain, 42 millions d'Américains qui auraient perdu cet accès. Il y a un juge qui est intervenu. À quel point ça a des conséquences, ce qui se passe en ce moment avec la paralysie de l'État?
Oui, 2 juges de la Cour fédérale qui sont intervenus pour dire qu'en effet, il faudrait utiliser le fonds d'urgence pour renflouer ce programme-là qu'on appelle SNAP aux États-Unis. Mais il y a aussi le Affordable Care Act qui fait partie du litige. C'est 22 millions d'Américains qui pourraient voir leur premium augmenter, la subvention là, qu'ils obtiennent. Donc, ça leur coûterait plus cher, autrement dit. Écoutez, c'est une impasse. Il va falloir qu'il y ait soit un compromis ou qu'il y ait suffisamment de mobilisation populaire à partir de demain pour que ça fasse bouger les gouvernements, pour que le Sénat soit débarré. Si on dit, il y a des grands coûts humains et économiques à ça. Écoute, c'est du jamais vu. Là. Mon collègue qui est bon avec les chiffres, Raphaël, me dira, mais je pense que c'était 35 jours le plus longtemps que le gouvernement a été fermé sous Donald Trump sur l'histoire du financement du mur mexicain. Alors, les coûts humains sont vraiment réels. Il faut pas sous-estimer ça. Là. Il faut voir ici aux États-Unis, les gens sont très inquiets et il y a comme un changement dans l'environnement, l'atmosphère ici aux États-Unis à l'approche du 1er novembre. Oui, parce que c'est une guerre politique, Michel, au Congrès. Donc, au Sénat, il faudrait que des démocrates, si je comprends bien, votent avec des républicains pour débloquer l'État, la paralysie de l'État. Est-ce que c'est pas en train d'avoir des conséquences humaines extrêmement importantes qui font en sorte que les politiciens devraient peut-être réfléchir à leur politique partisane? Ça, c'est certain, surtout quand on voit que c'est le judiciaire maintenant qui dit recommencer à donner des fonds et à des banques alimentaires et le programme de SNAP dont Raphaël parlait. Mais à la base de ça, c'est les républicains qui ne veulent pas, qui veulent que les subventions à l'assurance santé, à Obamacare, expirent. Et les démocrates disent, non, on doit le renouveler parce que pour certaines personnes, ça va être des augmentations très importantes, dans certains cas extrêmes, presque du double. Alors, c'est là-dessus que personne ne s'entend. Et à un moment donné, il va falloir un rapprochement quelconque, mais c'est pas pour rien que ça dure aussi longtemps. C'est que là, on a 2 partis qui sont aux antipodes sur une question importante. OK, Raphaël, je ne vous consulterai pas là-dessus parce que je sais que vous voulez parler de l'élection municipale à New York. Ça vous va si on passe tout de suite à l'élection municipale à New York? J'aurais aimé parler des 2. OK. Je vais vous suivre, Sébastien. D'accord, suivez-moi, je vous prends par la main. OK, élection municipale à New York, donc élection pour la mairie. Il y a un gars qui s'appelle Zoran Mamdani qui est en tête dans les sondages, mais traité de communiste, sauf erreur, par M. Trump. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à New York, Raphaël? Quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne dis pas de façon positive ou négative, je dis simplement de façon objective, c'est-à-dire que ça sort complètement de l'ordinaire. On a un type qui, quand on regarde ça de façon froide, ne devrait jamais être même proche de la mairie de New York d'un point de vue politique. Vous avez un type qui, dans les derniers jours, a pleuré les attentats du 11 septembre, non pas tant pour les attentats en tant que tels, mais surtout parce que sa tante qui est musulmane, était gênée de porter un hijab après coup en public. On a un type, encore une fois, pour être parfaitement clair, ce ne sont pas des propos que je condamne, je dis simplement que politiquement, surtout à New York, normalement, on ne s'attendrait pas à ce que ce soit des propos qui passent la rampe. C'est un type qui a dans sa plateforme des idées comme avoir des autobus publics gratuits dans la ville. Service de garde universelle, gratuité des transports, comme vous le dites, épicerie gérée par la ville. Par la ville. Contrôler les prix, gel des loyers. Exact. Augmentation du salaire minimum jusqu'à 30 $ d'ici 2030. Et il y a tous ces propos qui vont bien au-delà de sa plateforme, de son programme. Je vous donne un exemple, des propos qu'on a ressortis de lui, pas d'il y a 10 ou il y a 20 ans, d'il y a à peine 2 ans, en 2023. Je le cite, « On doit être clair. Quand la botte de la police de New York est sur votre cou, elle a été lacée par les forces israéliennes. » Fin de la citation. Donc, on a tout ça, et pourtant, et c'est là que ça rend le tout absolument extraordinaire, à moins d'une surprise gigantesque, il va être élu le prochain maire de New York. Donc, évidemment, la question, c'est de savoir comment est-ce possible. Pour être allé à 2 reprises à New York depuis le début de cette campagne-là, 2 constats élémentaires. De 1, les New-Yorkais veulent du changement et ce type-là l'incarne. De 2, en fait, 3 éléments. De 2, il est objectivement aussi un très bon communicateur politique. Et de 3, quand il communique, devinez de quoi est-ce qu'il parle continuellement? Du coût de la vie, du coût de la vie, du coût de la vie. C'est la priorité numéro 1 des gens. Il les rencontre. Où est-ce qu'ils ont des inquiétudes? Voilà, puis les démocrates, ils en parlaient comme pas pendant la campagne présidentielle du coût de la vie. Il est en avance dans les sondages, 48 contre 32 pour M. Cuomo, qui est l'ex-gouverneur. En 1 minute 30 chacun, Michel,
Comment vous expliquez qu'il soit si populaire? Donald Trump. C'est la réponse des New-Yorkais à Donald Trump. Ils prennent quelqu'un d'aussi éloigné du centre que Trump peut l'être de l'autre côté. Il essaie de se présenter, M. Vandermeer, comme une espèce de démocrate social-démocrate. Au Canada, on dirait que quelqu'un du NPD un peu plus à gauche, là. C'est pas ça qu'il est, là. Puis des épiceries d'État dans la ville de New York, je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver de sitôt, mais sait-on jamais. Mais il est vraiment à gauche, là, on s'entend, là. Oh, sur l'échelle américaine, c'est ce qu'il y a de plus à gauche qui existe. Et c'est ça qui est étonnant, c'est de le voir être en tête d'un scrutin à New York. Je vous présente la une de The Economist, où on voit l'Empire State Building, Monsieur Mamdani qui s'accroche à l'antenne et Donald Trump qui le tire par la cravate, comme pour essayer de le faire tomber. Catherine, comment vous analysez cette montée de ce politicien hors norme? Oui, bien, mon collègue l'a dit, hein, il détruit complètement le candidat Cuomo chez les jeunes. Les jeunes veulent une nouvelle option, n'acceptent pas le statu quo. Les deux autres candidats font en parler. Cuomo était gouverneur de New York. Cuomo a dû quitter son poste de gouverneur dans la tourmente alors qu'il y avait des accusations d'agression à caractère sexuel sur des femmes dans son propre bureau. Je veux dire, je peux pas croire que même moi, comme New-Yorkaise, si j'étais toujours à New York, je voterais pour Cuomo. C'est comme... Il y a du bagage, là. Et l'autre bonhomme, Silois, le républicain, est un original qui ne veut pas quitter pour consolider le vote. Monsieur Mamdani fait une campagne excellente sur les médias sociaux. Il cache un peu qui il est, mais il reste sur les thèmes populaires, comme Raphaël disait. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent en ce moment. Même Michael Bloomberg, le grand démocrate, a dit ne pas voter pour Mamdani, c'est la chose à faire. Voter pour Cuomo. Donc, les gens commencent à prendre beaucoup plus la parole à New York pour dénoncer ces politiques. Même le Wall Street Journal qui dit que ce sera la faillite de New York. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il est en voie de gagner, Catherine, dans quelques secondes? Il est en avance dans les sondages. C'est la mauvaise nouvelle. Il reste très, très peu de temps. Alors, à moins d'une surprise, je suis obligée de dire oui. D'accord. À suivre. Ça, c'est mardi, je pense. Et dans l'intervalle, les amis amateurs de baseball, il y a un match entre les Blue Jays et les Dodgers ce soir. Go Blue Jays. Bonne fin de semaine. Go Blue Jays.